Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Goodbye Kilowattheure. Alors, en ce moment, on est en automne 2020. J'ai emménagé dans la maison passive en automne 2010. Voilà donc 10 ans qu'on est dedans. Et donc, c'est le moment de faire le bilan. Alors, j'ai fait une première vidéo bilan très technique sur les consommations que vous allez trouver en haut de l'écran. Et puis là, en fait, on va faire la deuxième vidéo sur laquelle on est plutôt sur la partie ressentie de ce que on vit, ma famille et moi, dans cette maison passive. Parce que c'est pareil, en 10 ans, on a quand même eu le temps de commencer à se familiariser avec la maison. Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on referait si on devait refaire le projet, ce qu'on ne referait pas. À savoir qu'en plus, on est arrivé en couple dedans. Là maintenant, on a 4 enfants, donc on l'a vécu à 2, puis à 3, puis à 4, puis à 5, puis à 6. Donc on voit un petit peu les choses qui peuvent se passer au cours d'une vie dans cette maison. Et donc voilà, on va faire un petit peu le tour, un petit bilan voilà, sur ce qu'on ressent. Tout de suite, on va passer à l'intérieur pour parler un petit peu dans un premier lieu confort. Alors, la première chose et la plus importante donc, dans notre ressenti familial de la vie dans une maison passive et celle à laquelle on ne s'attendait pas forcément, c'est le confort. Alors, alors, on pourrait donner plusieurs types de confort. Effectivement, il y a du confort qui est dû certainement au mobilier, aux couleurs, au confort du mobilier, etc. Mais là, je voudrais parler du confort d'ambiance. Alors, le confort d'ambiance, c'est d'abord en termes de température. On a une température qui est homogène dans toute la maison. Donc, il n'y a pas cet effet d'avoir des points chauds et des points froids. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les points chauds et les points froids? Typiquement, dans une maison qui n'est pas passive, vous avez une température qui est inhomogène et notamment en fonction des... En hiver, par exemple, les pièces de vie vont être chauffées et donc vont être à une température agréable. Et puis, les pièces qui ne sont pas chauffées vont être à une température beaucoup moins agréable. Typiquement, l'idée, c'est quand on est dans une chambre, qu'on dort, qu'on a une bonne température et qu'en hiver, on doit sortir pour aller aux toilettes. Et dans le couloir, il fait une température glaciale. Voilà, ça, c'est quelque chose de très désagréable qui n'existe pas. C'est un, comment dire, un exemple. Hein. Il n'y a pas que la nuit, quand je vais faire pipi, que je ressens le confort de la maison passive. Alors, l'autre chose sur l'homogénéité de la température, c'est qui pourrait arriver par exemple, c'est typiquement quand on est dans un repas, celui qui est du côté, notamment en hiver, on pourrait le penser aussi, on se fera l'expérience de penser en été aussi, mais en hiver par exemple, celui qui est du côté de la table, qui est sur le côté radiateur, crève de chaud, celui du côté de la table qui est côté fenêtre, crève de froid. Donc ça c'est voilà, c'est une chose qui n'arrive pas dans la maison passive. Alors on peut se faire le schéma de pensée inverse pour du confort d'été. Hein, du confort d'été, on va avoir euh, côté extérieur de la maison, il va faire très chaud et côté intérieur de la maison, il va faire très froid. Par exemple, je sais pas, on a un salon derrière, il y a une buanderie et de l'autre côté, il y a les baies vitrées côté sud. Euh, Quand on se place dos à la buanderie, on va avoir froid, alors que quand on se place dos à la baie vitrée, on va avoir chaud. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans la maison passive. Alors en termes d'homogénéité de température, on va parler aussi d'homogénéité de rayonnement de surface. Alors pour faire simple, en fait, c'est quelle est la température des murs. En fait,
plus un mur est isolé, plus il va avoir une température proche sur sa façade intérieure, hein, plus il va avoir une température proche de celle de la maison. Et moins un mur est isolé, plus il va avoir sur sa façade, toujours côté intérieur, une température proche de celle de l'extérieur. Or, le ressenti de température, c'est, pour faire simple et sans rentrer dans des calculs compliqués, c'est la moyenne entre la température de l'air et la température des surfaces, donc des plafonds, sols et murs. Donc si on a des parois non isolées, typiquement une maison totalement non isolée, en hiver, on va avoir beau la chauffer à 20 degrés dans la pièce, on va avoir tous les murs extérieurs qui vont être 10-12 degrés, vous voyez. Et donc, dans une pièce qui a la moitié de ses façades qui donnent sur l'extérieur, il va y avoir la moitié des façades qui va être à 10-12 degrés. Donc, même si la température est de 20 dans la pièce et de 20 sur les façades qui donnent sur l'intérieur, on va avoir la moyenne des façades, donc qui va être de 20 d'un côté, sur l'autre moitié de 10. Donc, on va avoir une moyenne des façades de 15 degrés. Et on va avoir une température de l'air de 20 degrés, donc on va avoir un ressenti qui va être à 17 degrés et demi. Si à l'inverse, sachant qu'aucun mur n'est jamais parfait, on va avoir la moitié des façades qui va être à 18 degrés, donc l'ensemble des façades va avoir une moyenne à 19 degrés et le ressenti va être à 19,5. Donc pour une même température, on a un meilleur ressenti en termes de confort. J'espère que je m'explique bien, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent dans la maison passive. Ensuite, au-delà de ça, le corps, il n'aime pas ce qu'on appelle les gradients de température. Donc les gradients de température, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec celui qui à table était côté chaud et celui qui à table était que du côté de la fenêtre. Un gradient de température, c'est quand il y a une différence de température entre deux zones de notre corps, en fait. Donc si on est chauffé par le rayonnement d'un radiateur d'un côté et qu'on est refroidi par l'absence de rayonnement côté fenêtre de l'autre, et on aura un inconfort. Idem entre le fait que les radiateurs, quand ils chauffent la pièce, après, ça va faire monter ou descendre la température. Enfin, la température chaude va monter vers le plafond et donc le sol va rester froid. On va avoir un gradient de température entre la tête et les pieds. Et donc ça aussi, c'est un inconfort. Dans la maison passive, du fait que toutes les parois sont isolées et donc à quasi température de la pièce, il n'y a plus du tout cet effet-là. Donc ni la sensation de pied froid, ni la sensation de froid dans le dos, ni la sensation de froid à la tête, tout ça, ça n'existe pas. Donc ça, c'est le premier niveau, température. Maintenant, le deuxième niveau, c'est hygrométrie. La maison passive, elle est étanche à l'air, donc théoriquement, il devrait y avoir une humidité monstrueuse. Sauf que, non, puisqu'il y a une VMC double flux qui va avoir tendance à réguler l'hygrométrie. Alors comment elle régule l'hygrométrie? Quand il fait chaud dehors, l'air, même s'il fait beau, va être chargé d'humidité. Donc si on importe de l'air directement de dehors, comme dans une VMC simple flux, on va importer de l'humidité. Nous-mêmes, on crée de l'humidité. Donc du coup, on apporte de l'humidité à l'intérieur. Donc dans une VMC simple flux, on va évacuer l'humidité de l'intérieur, mais on va importer l'humidité de l'extérieur. Dans une VMC double flux, via l'échangeur, en fait, l'air chaud va se refroidir, en été par exemple, et donc condenser. Et dans ce cas-là, en fait, du coup, on va apporter moins d'humidité de l'extérieur. Bon, après, je ne vais pas vous expliquer le détail de ce que fait une VMC double flux par rapport à l'hygrométrie. Toujours est-il qu'on a une hygrométrie qui est très contrôlée. Légèrement sèche en hiver, mais ça, c'est pas plus grave parce que l'humidité, on en crée à l'intérieur de la maison, donc ça remonte un peu l'humidité. Voilà, là, typiquement, je ne sais pas si on va le voir facilement à l'écran. Voilà, j'ai 20 degrés de température, 51% d'humidité dans la pièce principale à vivre. C'est le cas à peu près dans toutes les pièces de la maison. Je ne dis pas que la température est parfaitement homogène pile poil,
Mais je sais que dans ma buanderie, par exemple, l'humidité est un peu plus élevée parce que j'y fais sécher mon linge. D'ailleurs, on en reparlera aussi. Et donc, voilà, là, je suis sur la température idéale. On est mi-novembre. Il fait froid et humide dehors. Enfin, froid. Non, il fait pas encore froid. Il fait encore, on est en Normandie. Il fait encore. Il fait un 10 degrés un peu crasseux, là, grisâtre. Voilà, le temps typique de Normandie en novembre. Et ben, il y a zéro chauffage. Voilà, ça j'ai pas. Il y a eu encore eu besoin d'aucun appoint de chauffe là, mi-novembre. Euh, et on a exactement la température souhaitée et l'humidité souhaitée dans un habitat. Toujours grâce à la VMC, on a un autre avantage, c'est celui du CO2. Alors parce que la plupart du temps, quand vous êtes dans une maison, et notamment une maison neuve, on vous équipe d'une VMC Hygro. Donc la VMC Hygro, le principe c'est que pour faire des économies d'énergie, vu qu'il n'y a pas d'échangeur dans les VMC simple flux, eh ben pour faire des économies d'énergie, on baisse le régime de la VMC quand c'est sec. Donc on se contente vraiment de gérer l'humidité. Le truc, c'est que bah, ça renouvelle pas l'air suffisamment et du coup, on a des envolées de CO2. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En fait, dans une maison bien ventilée, on va avoir entre 400 et 1000 ppm de CO2. Donc c'est grosso modo entre ce qu'il y a dans l'atmosphère et puis à peu près deux fois et demi ce qu'il y a dans l'atmosphère. Même bien ventilé, on a quand même un petit surplus de CO2 parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, enfin il y a quand même des gens qui respirent dans un milieu clos, donc ça s'évacue pas totalement. Donc mieux la VMC réglée, mieux ça s'évacue. Euh, à partir de 1000 ppm de CO2, on a une sensation d'inconfort. Ça se traduit plutôt par une fatigue ou une somnolence. Euh, et puis, au-delà de 2000 ppm, alors ça, c'est les Allemands qui ont fait des études, on est dans une vraie zone d'inconfort, voire qui commence à être mauvaise pour la santé. Sans être toxique, hein, rassurez-vous. Mais typiquement, dans une chambre de couple non ventilée, on arrive à 4 ou 5000 ppm de CO2 en fin de nuit. Euh, dans une chambre bien ventilée, bah, on reste en dessous de 1000. Moi aujourd'hui, en fait, je sens carrément la différence entre quand je dors chez d'autres personnes que moi, chez mes parents, beaux-parents ou autres, qui sont pas forcément équipés de VMC, ou quand je dors à la maison. Et donc ça, je le sens nettement. Et donc ça, c'est aussi un confort en termes de qualité d'air. Voilà, donc vraiment le confort, donc au-delà de ce qu'on entend par le confort général, on a dans la maison passive un confort très très nettement supérieur. Et ça, je m'y attendais pas, à vrai dire. Moi, j'y allais pour l'énergie et je m'y attendais pas à ce surplus de confort. Mais il est net et aujourd'hui, là, pour le coup, ça, c'est quelque chose que dans la maison passive, je ne changerai pour rien au monde. Donc, maintenant, bon, on a fait ce laïus sur le confort. On va parler aussi un peu des autres choses. Après, ce que je vais vous dire, c'est que dans ce que je vais changer, je voudrais changer si jamais je refaisais, et dans ce que je garderais, bah déjà, je garderais la maison passive parce que rien que pour le confort, les économies d'énergie que ça crée. On va voir après, c'est des petits points ça et là que je retravaillerai. Alors du point de vue extérieur, le système de chauffage, il est le suivant. Alors le système de chauffage passif, euh, c'est en fait, c'est de là que vient le nom de la maison passive. Donc le soleil rentre dans les baies vitrées. Donc en fin d'automne, en hiver et début printemps, on a deux types de journées, des journées froides et ensoleillées, ou des journées nettement moins froides et nuageuses. Donc en fait, les journées froides et ensoleillées, la maison passive ne risque absolument rien, puisqu'en fait tout le soleil qui va pénétrer dans les baies vitrées ici va être capté dans la maison. Alors, je vois d'ici là les commentaires arriver, comme quoi il y a un risque de surchauffe. Oui, il y a un risque de surchauffe. Alors déjà, c'est pas une surchauffe
si inconfortable que ça, puisqu'elle est homogène. En fait, quand vous avez une surchauffe à cause d'un radiateur ou de la cheminée, il fait très très chaud dans un point, il fait beaucoup plus froid à un autre endroit de la maison. Là, en fait, dès lors qu'on est derrière les baies vitrées, déjà les baies vitrées ont une certaine surface. Ensuite, via la double flux, la chaleur s'homogénéise. Dernier point, j'hésite pas à avoir une surchauffe en automne notamment, parce que en fait, je pourrais ouvrir les fenêtres le soir et donc avoir l'air qui redescend à bonne température. Par contre, la dalle qui est située juste derrière les baies vitrées, elle aura emmagasiné donc, et restituera. Donc l'avantage de ces jours-là, c'est que, un, je ne les crains pas parce que de toute façon, j'aurai même plutôt chaud. Et d'ailleurs, on voit sur les baies vitrées qui sont dans des chambres à l'étage, j'ai laissé les volets en latte pour éviter la surchauffe dans les chambres. Deux, ensuite, cette chaleur, une fois rentrée, je pourrais gérer la surchauffe de l'air en ouvrant des fenêtres. Par contre, les masses de la maison auront emmagasiné. Et ces masses, ce qu'elles ont emmagasiné, elles vont le restituer. Elles vont le restituer pendant plusieurs jours. Donc une journée comme celle-ci, hein, un beau ciel bleu, même si derrière il fait un temps pourri, avant d'avoir besoin de chauffer artificiellement la maison, je peux avoir 3, 4, 5 jours gris et frais sans avoir de chauffage. Donc c'est vraiment ça qui fait la grosse différence entre la maison passive et la maison tout venant. D'ailleurs, c'est pour ça que la maison elle est orientée vers le sud. J'ai pu y mettre les panneaux solaires, c'est une chose, mais je ne l'ai pas aligné par exemple sur les clôtures hein, pour être vraiment orienté sud. Je vous vois venir aussi, et donc là, vous allez voir la vidéo qui correspond aux surchauffes en été. Vous allez me dire, ouais, mais du coup, en été, ça devient la fournaise. Alors déjà, comme vous le voyez sur les fenêtres, j'ai les volets à lame orientable, donc j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, y compris dans cette vidéo. Donc ça empêche le soleil de rentrer en laissant la lumière passer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le noir et en même temps, on n'est pas dans la fournaise. Et d'autre part, vous remarquez qu'il y a un balcon et que le balcon, il crée une ombre. Donc là, fin novembre, le balcon, il crée une ombre qui n'empêche pas le soleil de rentrer dans les baies vitrées. Par contre, le soleil étant beaucoup plus haut en été, en fait, l'ombre, vous le verrez sur les vidéos qui s'affichent au-dessus, vient descendre sur les baies vitrées et donc les baies vitrées ne sont pas au soleil en été. Il en est de même pour le débord de toit pour l'étage. Tout ça, ça a été calculé hein, dès le départ pour éviter les surchauffes en été. Donc ça, c'est le principe même le plus fondamental de la maison passive. Et ça fait vraiment partie des choses que je trouve extrêmement géniales dans cette maison. Donc ça, c'est une stratégie qui se fait à la mi-saison, que je fais toujours avant l'hiver. Donc je laisse les volets ouverts. Normalement, quand il y a du soleil comme ça et que ça passe en dessous, je descends. Alors c'est pas des volets, c'est des brise-soleil à lame orientable. Mais je les descends. Alors, je vais pas les descendre complètement ici parce que ce serait long pour la vidéo. Et je les mets en latte. Donc ce qui permet en fait de laisser passer la lumière sans faire rentrer le rayonnement du soleil. Mais moi là pour le coup en fait je laisse rentrer pleinement le soleil. Donc pour une fin octobre c'est important. En fait ça va faire peut-être un peu surchauffer la maison. Mais ça j'ai pas de problème, hein, j'ouvrirai les fenêtres, d'ailleurs je le fais souvent. Mais surtout en fait ça, j'ai mis un carrelage noir exprès et ça fait ça chauffe la dalle. Et la dalle après restituera pas longtemps. Et comme on est dans une maison passive qui n'a donc pas besoin de beaucoup de chaleur pour être réchauffée, moi d'ouvrir la fenêtre, je vais évacuer de l'air chaud si j'ai surchauffe, mais ça contient très peu de calories. Par contre, la dalle, elle va continuer à emmagasiner, et ça contient beaucoup de calories, et ça pendant des jours et des jours après, ça se restitue, et souvent ça suffit même en période de froid à ne pas avoir à chauffer. Et donc là, effectivement, du coup, on a une température qui est un petit peu montée, on la voit, à 23 degrés, donc forcément je vais ouvrir un petit peu les fenêtres à un moment de la journée. Mais du coup, quand on va ouvrir les fenêtres, la température va redescendre, mais la dalle aura emmagasiné de la chaleur. Alors lui, c'est le seul point de chauffe de la maison au rez-de-chaussée. Il y a le même à l'étage, dans la salle de bain. Il est censé en fait pouvoir avoir 25 degrés dans la salle de bain quand il y a
20 dans la maison. Sauf que en vérité, finalement, la salle de bain, dès qu'on prend une douche, elle monte à 25 degrés, puisque de toute façon c'est bien isolé, il n'y a pas le froid qui part. Donc en fait, il sert extrêmement rarement. En fait, là, il n'a pas servi depuis un an. Et il sert uniquement quand on est parti longtemps en hiver, genre des vacances, et donc la maison est descendue vers 15-16 degrés, et là, à ce moment-là, il sert à remonter la chaleur. Voilà. Mais lui, il a dû servir, il y a même des années où il n'a pas servi du tout. Il a dû servir une ou deux fois par an, je dirais quelques heures, 5-6 heures chaque année en moyenne. Alors, dans les choses que j'ai aimées, donc ça n'a rien à voir aussi avec la maison passive, mais je l'ai passé à énergie positive il y a maintenant 4 ans. Là, on est au niveau du transformateur, enfin de l'onduleur. Je cherchais le mot. Bon, là, on voit pas bien parce qu'il y a un petit peu de buée sur le truc. Donc là, on est le 31 octobre, mais c'est un jour beau, c'est un jour ensoleillé. Donc, alors, évidemment, c'est pas comme ça tous les jours, mais là, quand même, un jour ensoleillé, à 10 h du matin, on arrive à avoir 5000 watts sur le toit, donc sur 9000 maximum. Donc on voit que même quand on n'est pas en plein été, on arrive à avoir quand même des bonnes performances. Là, il a déjà produit 10 kWh aujourd'hui, donc c'est plus que ce que je vais consommer aujourd'hui. En tout et pour tout, il a déjà produit plus de 40 000 kWh en 4 ans. Donc grosso modo, il produit à peu près 2,5 à 3 fois plus que ce que la maison consomme. Alors attention, il y a des fois la maison consomme plus que ce qu'il produit, puisque il produit quand il y a du soleil et la maison consomme quand on consomme, quoi. Mais bon voilà, j'en suis assez content. Dans les choses qui sont aussi franchement extrêmement plaisantes, hein, dans la salle de bain, jamais aucun point de moisissure, nulle part, ni au bord des fenêtres, ni dans les angles. Donc ça, c'est dû effectivement à deux choses. La première, c'est que on n'a aucun pont thermique, donc il n'y a pas de point froid. Et puis bah, l'autre, c'est qu'on a une VMC qui marche bien, donc qui est tout à fait toujours bien réglée, et donc qui permet d'avoir systématiquement une... Ça zoome et ça dézoome, c'est pas grave. Qui permet d'avoir systématiquement une hygrométrie qui est bien régulée. Donc en fait, c'est vraiment le couple entre l'absence de pont thermique au niveau des fenêtres et puis la ventilation bien réglée. Nous voilà dans le local technique. Alors là, il va falloir que je pèse mes mots et que je marche sur des œufs parce que je sens bien que sur toute la vidéo, c'est tout ici que va se focaliser l'ensemble des commentaires. Ouais, c'est cher, c'est pas, enfin, ça consomme beaucoup. Enfin, je sais, dans d'autres vidéos, ça a été le cas. Mais bon, je vais dire les choses comme je les vois. Donc ici, on a le puits canadien. Donc le puits canadien, on a l'arrivée d'air dessus. Et donc avec un échangeur RO, parce que c'est un puits canadien hydraulique. Donc avec une pompe de circulation et avec donc des tuyaux qui partent, qui font 180 mètres de distance sous terre à moins 1,80 m pour l'aller, moins 2,50 m pour le retour. Donc le puits canadien, il marche bien. Néanmoins, je suis quand même... je le remettrai pas. Voilà. Je le remettrai pas, il marche bien, il fait faire des économies d'énergie, il rafraîchit un peu en été, il préchauffe un peu au début de l'hiver. Mais franchement, c'est cher pour ce que ça apporte. Alors, c'est pas le cas partout, hein, mais là, on est en Normandie, il y a trop peu de différence de température. Alors, la VMC thermodynamique. Donc, la VMC thermodynamique, bon, son office de VMC marche bien. Je dirais que pour la maison, elle fait un peu juste en termes de quantité de débit maximum. Mais bon, c'est suffisant. Puis
Là, je le dis aujourd'hui avec ma casquette de poseur de VMC, donc, voilà, c'est suffisant. Donc, on a le local filtre qui est ici. Ici, on a la partie échangeur de VMC. Et puis ici, on a la partie donc thermodynamique dans laquelle il y a un compresseur et dans laquelle il y a un... Donc là, je l'ouvre pas. Vous avez des vidéos, elles sont où elle est ouverte, hein. Donc je l'ouvre pas. Vous irez voir les vidéos qui s'inscrivent en haut pour là où quand je l'ai ouverte. Donc c'est elle qui me fait la pointe de chaleur en hiver. Donc en fait, c'est une mini pompe à chaleur qui fait 500 watts et qui restitue 1300 watts à peu près. Donc avec un COP assez faible, il faut dire que c'est une machine qui commence à avoir, enfin qui a 10 ans, hein, donc c'est plus le top de la technologie. Maintenant, ils font des machines plus performantes. Et donc en dessous, on a le ballon d'eau chaude. Donc elle nous chauffe aussi l'eau. Alors le problème, c'est qu'elle chauffe alternativement l'air et l'eau. Donc quand c'est un peu juste en hiver et qu'il y a eu des bains et des douches, et bah ça va être un petit peu juste pour le chauffage. Bon, j'ai jamais eu vraiment de problème. Maintenant, les nouvelles machines font les deux. Et elles font aussi climatiseur en été. Moi, j'ai eu une panne dessus. Donc ça va coûter quand même 1600 euros, une panne de compresseur. Et donc ça reste quelque chose, un élément que je trouve qui est potentiellement fragile. Voilà, mais bon, c'est le cœur du système, hein, voilà, bon, puis bon, ça marche bien quand même, et ça fait office, hein, pour une maison passive. Ça, c'est totalement illusoire de mettre ça dans une maison qui n'est pas passive. Alors, le chauffe-eau solaire. Alors le chauffe-eau solaire, en fait, il me préchauffe l'eau. J'ai un ballon ici qui chauffe au soleil et qui se vide en fait dans le ballon thermodynamique de la VMC. Donc en fait, il préchauffe l'eau. Alors, je suis super content quand ça marche, mais alors c'est pas fiable. C'est pas fiable du tout. J'ai sans arrêt des bulles qui empêchent la circulation, des trucs comme ça. Donc là, en ce moment, il est en panne. Il est pas fiable et c'est pas tellement le système, hein, qui est pas fiable, c'est le circuit. Le circuit, il prend des bulles, des choses comme ça. Donc je suis assez déçu. Je suis assez déçu de ce côté-là. Pourtant, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment une super intéressant de mettre ça, mais je suis assez déçu. Alors, au bout de 10 ans, alors si c'était à refaire, je remettrais un ballon solaire, mais je ferais attention à la fiabilité et au montage qui est fait sur le toit. Alors, enfin, dernier point, alors ça n'a rien à voir avec le passif, ça c'est la pompe de récupération d'eau de pluie. Alors ça, je suis super content. Ça n'a rien à voir avec le passif, hein, mais je suis super content de récupérer mon eau de pluie parce que ça me fait quand même économiser énormément d'eau. Donc la piscine en été pour les enfants, toutes les machines à laver, toutes les chasses d'eau. Donc environnementalement parlant, c'est vraiment intéressant. Alors dans les trucs qui sont un petit peu dommages, les crépis sur une maison passive, comme le mur est bien isolé, et bah l'humidité reste et fait un substrat pour des microalgues et compagnie. Donc le mur nord extérieur, il va falloir que je refasse un démoussage. On voit en fait là sous la toiture qu'il est resté neuf, mais en dessous en fait il s'est verdi assez fortement et puis il commence à y avoir aussi un peu de ça c'est du champignon, des choses enfin, c'est des choses qu'on voit régulièrement sur le crépi. Donc voilà, bon, au bout de 10 ans, il va falloir que je refasse un démoussage sur la façade nord. Bon, ça fait partie du jeu. Alors donc dans les choses qui ont une certaine fragilité, côté ouest, les brises soleil montrent des faiblesses. Alors celui-ci en fait ne remonte plus, en fait c'est le fil du milieu là qu'on voit qui n'est plus dans les trous là, qui a cassé. En fait le côté ouest c'est le côté qui est soumis à l'humidité et quand il y a un coup de gel en fait du coup l'humidité gèle et coince le brise-soleil. Donc le brise-soleil côté ouest, bah, ça fait une fragilité, donc voilà, faut y penser. Donc là, ils ont cassé, donc je les ai pas encore fait réparer parce que là, en fait, finalement, ils marchent quand même en brise-soleil, mais ils remontent pas complètement. Donc c'est pas. Donc voilà, la vidéo est maintenant bientôt terminée. Je vais juste faire une petite conclusion au préalable.
Donc, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Donc, de la première vidéo, on retient quand même qu'en termes de consommation, ça a tenu toutes ses promesses, que je consomme à peu près 10 fois moins d'énergie que si j'avais eu une maison dans la réglementation de l'époque. Et finalement, de la deuxième vidéo et du ressenti, alors moi, ce que je mets vraiment en tête tout en haut, parce que je m'y attendais franchement pas, moi j'y allais parce que voilà, mon truc c'est l'énergie, enfin vous le voyez dans les autres vidéos, vous le voyez aussi à travers ma vie professionnelle que je passe aussi sur YouTube et sur Goodbye Kilowattheure. Je m'attendais pas au confort. Franchement, le confort, c'est vraiment ce qui fait la grosse différence. Alors, au-delà des économies d'énergie, parce que bon, ça, c'est un aspect environnemental, il y a l'aspect confort qui est vraiment important. Et ça, c'est vraiment une grosse différence. Après, effectivement, bon, il y a toutes les petites choses, comment on fait pour chauffer, toutes ces choses-là, quels appareils je réutiliserai, quels appareils je réutiliserai pas, mais vraiment, en un, tout en haut, c'est le confort. Une maison passive, c'est beaucoup plus confortable qu'une maison classique. Voilà. Donc maintenant, c'est terminé. Vous pouvez retourner à une activité normale. Moi, je vous dis à bientôt sur Goodbye Kilowattheure. Je vous invite à regarder les vidéos qui apparaissent là, éventuellement vous abonner sur la chaîne. Mettez des commentaires, ça fait toujours du bien, même si tous les commentaires ne sont pas forcément systématiquement sympas. Voilà, je les lis tous et j'essaye à peu près d'y répondre à tous. Et puis voilà, donc moi je vous dis à bientôt sur Goodbye Kilowattheure.